Au cours des dernières décennies, la Somalie est devenue synonyme d'un État défaillant. Et là, c'était connu comme un sanctuaire pour les seigneurs de guerre, les djihadistes et même les pirates. Pour cette raison, le pays représente un risque pour la sécurité dans la Corne de l'Afrique. Cependant, ce n'était pas toujours comme ça. En fait, au milieu du XXe siècle, le pays était une force puissante dans la région. Donc, dans ce rapport, nous explorerons le déclin de la Somalie, les origines de sa crise de longue date et les problèmes auxquels le pays est confronté aujourd'hui. Je m'appelle Mishirvan et bienvenue au Caspian Report. Au Moyen-Âge, plusieurs États somaliens dominaient la région, tels que les sultanats Ajuran, Atal, Varsangali, Geladi et Mogadiscio. Cependant, la situation a changé radicalement au XIXe siècle, lorsque les puissances européennes ont colonisé la Corne de l'Afrique. En conséquence, des colonies britanniques, françaises et italiennes ont été établies dans les territoires habités par des Somalis ethniques. Les circonstances ont à nouveau changé suite à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Londres devait récompenser ses alliés et colonies d'Afrique de l'Est pour leur soutien pendant la guerre. Par conséquent, des frontières artificielles ont été conçues en faveur des forces alliées. Par exemple, la région de l'Ogaden, principalement habitée par des Somaliens mais conquise par les Éthiopiens au XIXe siècle, a été consolidée en tant que partie de l'Éthiopie. En même temps, la Somalie italienne et la Somalie britannique ont été fusionnées dans la nouvelle République somalienne en 1960. Pendant ce temps, la Somalie française est restée avec la France mais a finalement pris des chemins différents et a formé la République de Djibouti. Alors que les puissances européennes redessinaient les frontières, de grandes parties de Somalie se retrouvaient à l'extérieur de la Somalie. À Mogadiscio et Ante, le gouvernement a cherché à s'emparer des territoires habités par ses proches, un objectif qui est devenu connu sous le nom de Grande Somalie. Finalement, au début des années 1960, les tensions ont culminé dans une escarmouche entre l'Éthiopie et la Somalie sur le plateau d'Ogaden. L'armée de l'air éthiopienne a submergé l'armée somalienne et a remporté le combat. Cependant, cet affrontement conduirait à des conflits futurs au cours de la guerre froide. Puis, soudainement, en 1969, le président Sharmaki de Somalie a été abattu par ses propres gardes du corps. L'assassinat a été suivi d'un coup d'état militaire, dans lequel le major général Barai a pris le pouvoir. Le gouvernement militaire de Barai a changé la dynamique de la région. Il a jeté la constitution et dissous le parlement. Ainsi, le jeune gouvernement démocratique est devenu un système à parti unique. Au cours de la décennie suivante, Barre a mis l'accent sur les principes sociaux islamiques de progrès, d'égalité et de justice qui correspondaient à la doctrine communiste. Ces développements ont permis au gouvernement militaire de moderniser rapidement l'État et la société en mettant en œuvre des programmes sociaux à grande échelle tels que des fermes coopératives, des usines, des programmes d'alphabétisation et même des campagnes de plantation d'arbres. L'accent socialiste de Barre a reçu l'approbation de l'Égypte et de l'Union soviétique. En conséquence, l'aide financière et militaire de ces deux pays a augmenté de manière spectaculaire. Pour Moscou, soutenir la Somalie socialiste était une contre-mesure de la guerre froide contre le gouvernement pro-américain en Éthiopie. Pour le Caire, cependant, la décision de soutenir Mogadiscio était basée sur la sécurisation des ressources du Nil en déstabilisant l'Éthiopie. Dans tous les cas, chaque acteur impliqué veillait à ses propres intérêts. Les tensions géopolitiques ont atteint leur paroxysme en 1974 lorsque l'empereur éthiopien Sélassie a été renversé lors d'un coup d'État. Un conseil militaire communiste nommé Derg a pris le contrôle de la capitale. Cependant, le Derg est rapidement tombé dans un conflit interne sur qui détiendrait le pouvoir. Des factions du Derg et des mouvements séparatistes ont pris les armes. La même année, une grande sécheresse a frappé la région. La sécheresse était si sévère qu'elle a été appelée la sécheresse persistante. Avec Addis Abeba en désarroi, l'équilibre géopolitique favorisait la Somalie. Barre a donc saisi l'occasion pour armer les séparatistes somaliens sur le plateau d'Ogaden en Éthiopie. À ce moment de l'histoire, l'armée somalienne s'était développée pour devenir la force la plus grande et la plus avancée de la région. En 1977, encouragée par les circonstances, la Somalie a lancé d'importantes opérations militaires en Éthiopie. Au début, l'offensive a eu du succès. L'armée somalienne contrôlait environ 90% de la région de l'Ogaden, et l'idée d'une grande Somalie était à portée de main. Puis,
Dans un retournement de situation, le derg éthiopien a réussi à convaincre les soviétiques de leur dévotion marxiste-léniniste. Cela a présenté à Moscou un dilemme de soutenir deux alliés l'un contre l'autre. Au début, les soviétiques ont proposé de négocier un règlement de paix, mais Barre a rejeté l'idée. Suite au refus de Mogadiscio, l'Union soviétique a cessé de soutenir la Somalie et a commencé à soutenir l'Éthiopie, tandis que les États-Unis ont inversement rompu avec l'Éthiopie et ont commencé à soutenir la Somalie. Cependant, le soutien américain, qui s'élevait à environ 100 millions de dollars par an, était éclipsé par l'engagement soviétique. Au total, Moscou a fourni à l'Éthiopie des fournitures militaires d'une valeur allant jusqu'à 7 milliards de dollars. De plus, l'Union soviétique a envoyé des conseillers sur les lignes de front et a encouragé Cuba à déployer environ 16 000 troupes en soutien à Addis Abeba. Les efforts soviétiques ont été cruciaux. Un an après, l'armée somalienne a repassé la frontière. La guerre de l'Ogaden avait effectivement cessé et l'Éthiopie avait été sauvée d'une défaite majeure. Mais sa guerre civile a continué et finirait par coûter la vie à 1 400 000 personnes. Pendant ce temps, la guerre de l'Ogaden avait pris un énorme tribut sur les capacités militaires de la Somalie. Environ un tiers de l'armée était mort au combat. De plus, l'économie s'est effondrée, et une crise des réfugiés a pris le dessus alors que les Somaliens ethniques de leur région d'Ogaden, déchirés par la guerre, fuyaient vers la Somalie. En plus de tout, la sécheresse persistante qui a commencé à la veille de la guerre a entraîné une famine qui a balayé la corne de l'Afrique. Indépendamment de l'ethnie et de la croyance, les gens moururent de faim. Alors que les ressources et les capacités de Mogadiscio étaient tirées à l'extrême, Barre a perdu sa crédibilité et le sentiment public s'est retourné contre lui. Autrement dit, la Somalie était un terrain propice à la guerre civile. Dans les années 80, la situation est devenue critique. Le mécontentement s'était répandu au sein de l'armée et des groupes d'opposition se formaient contre Barre. En contre-mesure, il est devenu de plus en plus totalitaire. Il ne pouvait conserver le pouvoir qu'en écrasant ses fusils et ses menaces. Un de ses rivaux était le clan Ishaq du Nord. Barre cherchait à affaiblir les Ishaq en relocalisant les réfugiés Ogaden sur leur territoire. Cependant, son plan a échoué lorsque le clan a pris les armes contre lui en 1988. Dans l'un de ses actes les plus infâmes, Barre a ordonné le bombardement de 3 principales villes, Ishaq, Hargeisa, Berbera et Buro. Entre 50 000 et 100 000 personnes sont mortes. Le massacre a envoyé des ondes de choc à travers le pays, et il n'a pas fallu longtemps avant que d'autres clans se rebellent également. Enfin, en 1991, Barre a fui Mogadiscio. Cependant, il a laissé derrière lui un pays divisé entre clans et seigneurs de guerre, qui se disputaient tous pour combler le vide du pouvoir. L'escalade de la violence a provoqué l'effondrement des institutions étatiques. L'armée nationale et les agences d'application de la loi se sont dissoutes, et le gouvernement central s'est effondré. Sans aucune institution restante pour reprendre le contrôle, la Somalie a sombré dans la guerre totale. Au cours des années suivantes, la combinaison de clans concurrents, de réfugiés et de famines a conduit à une crise humanitaire massive. Des civils hautement qualifiés et bien éduqués ont fui le pays. Alors que la fuite des cerveaux atteignait son paroxysme, les ressources pour rebâtir les institutions de l'État demeuraient inaccessibles. Progressivement, au fil des années, l'absence de gouvernement central a permis à la guerre civile de se transformer en un champ de bataille djihadiste. La Somalie est devenue un refuge sûr pour les séparatistes étrangers et régionaux, les djihadistes et les seigneurs de guerre. Dans un retournement de foi, le pays a péri sous le poids de ses propres ambitions géopolitiques. À l'heure actuelle, des changements politiques sont en cours à Mogadiscio pour installer un gouvernement stable qui est suffisamment fort et organisé. Cependant, les progrès ont été lents et de nombreux obstacles subsistent, comme prenez les missions de maintien de la paix. Malgré la présence de 22 000 soldats de la paix de l'Union africaine, des groupes djihadistes d'Afrique de l'Est, tels que Al-Shabaab, continuent d'utiliser la Somalie comme plateforme de lancement pour orchestrer des attaques sur d'autres nations. Ces dernières années, l'une des principales complications du maintien de la paix a été le manque de financement et d'hébergement stable. Un autre obstacle est l'initiative irrédentiste qui a déclenché la crise. Comme les Somaliens ethniques peuplent toujours les régions frontalières du Kenya et de l'Éthiopie voisin, de nombreuses puissances étrangères préfèrent un gouvernement stable mais faible à Mogadiscio. Pendant ce temps,
Le territoire contrôlé par Ishaq a fait des progrès remarquables vers une démocratie stable et s'est proclamé Somaliland, restant ainsi hors de portée de Mogadiscio. Un autre obstacle majeur à une Somalie stable est le système des 4.5, qui accorde l'autonomie aux clans régionaux. Le système, unique structure survivante de la guerre civile, permet à l'autorité centrale de garder le contrôle politique. Cependant, cela a un coût, car une grande partie de la population est privée de participation au gouvernement, tandis qu'il confère un pouvoir excessif à certains groupes. Par exemple, le poste de président du Parlement est réservé aux membres des clans Tigil et Mirfla, tandis que la présidence est réservée aux membres de Daroud et Avia. Le système des 4.5 est institutionnalisé à chaque niveau de l'administration gouvernementale. Ainsi, au lieu des compétences et des mérites, les fonctionnaires sont qualifiés et sélectionnés en fonction de leurs allégeances claniques. Cette forme de politique identitaire contribue à une culture de corruption et de mauvais leadership. Les missions étrangères en Somalie sont tout aussi perplexes. Puisque le système des 4.5 approuve la décentralisation du pays en segments, chaque clan a son propre drapeau, frontière et président. Cela signifie que les missions étrangères en Somalie doivent ouvrir une ambassade dans la capitale, ainsi que des consulats et des envoyés dans diverses régions contrôlées par les clans. La forme institutionnalisée de la politique d'identité, ainsi que d'autres préoccupations de sécurité, doivent être abordées si les désaccords locaux doivent être canalisés en expression politique plutôt qu'en violence. Ce sont les exigences fondamentales pour un gouvernement capable en Somalie. C'était un rapport Caspien par Shervan. Un grand merci à nos contributeurs sur Patreon qui permettent à Caspian Report de fonctionner de manière indépendante. Pour contribuer à ce progrès, visitez notre page Patreon sur patreon.com/Caspian Report. Dans d'autres nouvelles, le prochain rapport sera produit par Nathan. Il est le plus récent membre du Caspian Report et il explorera l'histoire et le fonctionnement de l'Union africaine. Veuillez consulter le prochain rapport. Dans tous les cas, merci de regarder Essal.